Bonjour le Bénin, bonjour à toutes et à tous. C'est une nouvelle semaine qui reprend en votre compagnie. Le bonheur est immense de toujours partager ces heures de communion en votre compagnie, madame, monsieur. Ce lundi matin encore, politiciens et éditorialistes vont se succéder pour décortiquer l'actualité nationale et internationale. Sachez, madame, monsieur, que je cite, Dieu peut tout. S'il se limitait à faire ce que nous appelons le bien, eh bien nous ne pourrions le nommer le Tout-Puissant. Cette pensée est du très réputé Paulo Coelho, extraite de son ouvrage La Cinquième Montagne. Sachons donc tirer le meilleur parti même des situations les plus ténébreuses. 5 sur 7 matin, l'actualité lue, vue et commentée par des experts. C'est ici sur La Nationale que ça se passe. Bienvenue. Évidemment, le flash d'information pour attaquer, c'est une signature de Saturdine Obelakou. « 5 sur 7 matin, bonjour, bienvenue au flash d'information. La nomination de Rwandais à la tête de l'Agence nationale d'identification des personnes est la résultante de la recherche de la compétence d'où qu'elle vienne pour remettre sur les rails l'instrument crucial de gestion des données personnelles des Béninois. L'explication du porte-parole du gouvernement dans le secteur. Le Conseil des ministres a pris mercredi dernier la décision relative à la création de la police municipale et règles statutaires aux agents de la police municipale. Que comprendre par cette mesure et quels sont les avantages pour les agents concernés? Meeting politique samedi dernier dans la commune de Bonté. Quelques jours après le scrutin législatif de janvier dernier, le candidat du Bloc républicain dans la 9e circonscription électorale, le docteur Jean Abalo, était face au lieutenant du parti du Cheval Cabré de la localité. Objectif, remobiliser entre autres la troupe autour des actions du chef de l'État pour le développement de Bonté. Le vendredi 17 février dernier, un incendie a détruit presque tout le village de Awameloko, dans la commune de Soava. Une délégation du parti Bloc républicain est allée au chevet des sinistrés samedi, les bras chargés de vêtements, tissus et autres dons couronnés d'une enveloppe financière. Un geste très apprécié des populations. Clap d'ouverture de la 28e édition du Festival international de cinéma de Ouagadougou samedi dernier. Pendant une semaine, les acteurs du 7e art vont communier et réfléchir sur les conditions d'exercice dans leur secteur. Avant les différentes activités autour du thème de cette édition, cinéma d'Afrique et culture de la paix. Les participants ont eu droit à une cérémonie d'ouverture riche en couleurs et sons et présidée par les premiers ministres du Faso et du Mali. Un film qui vante au mieux la bravoure des Amazones guerrières du Dahomey et qui replonge la population de Dongbo dans son passé. Le film a été projeté dans la soirée du samedi sur l'esplanade de la Maison des Jeunes de Dongbo. Une offre inédite de Yacine Djezounian Agon, député nouvellement élu dans la 20e circonscription électorale pour le compte de l'UP Le Renouveau. Aussi diverses que variées, les rites et pratiques culturelles au pays vaudou se comptent par dizaines. Le long de l'année civile, les manifestations se multiplient et drainent parfois du grand monde. Comme quoi, le rendez-vous incontournable que représente le 10 janvier au Bénin n'est pas le seul moment d'expression des esprits. Avec Marcela Rossi et Daniel Ada, nous allons redécouvrir ce type de cérémonie qu'on appelle Rouhoué. Il reste l'une des figures emblématiques de l'ex-royaume de Dogba, aujourd'hui commune de Bonou. Lui, c'est Sa Majesté Weze Zoualochehun, 16e roi de Bonou, qui a célébré samedi les 13 années de son accession au trône. L'événement a connu la présence des invités de marque, dont certains venus de l'Afrique et de l'Europe. Fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis.
5 sur 7 matin, voyons voir à présent ce qui fera le menu, l'ossature de cette émission de ce lundi 27 février 2023. Il a contre très peu d'attentes, peut-être contre toute attente pour certains, décliné son siège au Parlement au profit de son suppléant, le président du parti Union Progressiste, le Renouveau, le très brillant avocat et enseignant de droit Joseph Ifame Diogbenou est depuis resté silencieux sur ses actes posés alors qu'on lui présidait un destin tout en haut du perchoir. Il a choisi, lui, une autre voie, laquelle, difficile de l'imaginer pour l'instant, en attendant qu'il ne puisse sortir de son mutisme et éventuellement mettre en lumière les raisons de ce choix sans doute hautement stratégique. Eh bien, on se penche sur le sujet dans le forum de discussion. Et puis, gros plan sur les débuts tonitruants des démocrates au Parlement. Le principal et unique parti d'opposition présent à l'hémicycle fait la une de l'actualité depuis l'installation de la 9e législature. L'actualité démocrate est décryptée par Kamel Ouassagari. Il est le secrétaire administratif du parti. Et puis, en interactualité, le voisin du Nord sait encore et toujours, le compteur macabre continue de tourner. Au Burkina Faso, plusieurs attaques attribuées à des groupes djihadistes dans le nord ont provoqué la mort d'au moins 70 soldats burkinabés entre les 17 et 19 février dernier. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière depuis l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré. Ibou, comme on l'appelle, essuie des sueurs froides. Comment sortir de ce carcan qui devient de plus en plus infernal? On s'y intéresse. Et puis le Nigeria attend bien évidemment les résultats de son élection votée ce samedi 25 février pour les élections présidentielles, législatives et sénatoriales, alors que le pays est frappé par de multiples crises, tant économiques que sécuritaires. Pour le scrutin présidentiel, ce sont 18 candidats qui se sont présentés pour succéder au président Buhari qui se retire après avoir effectué ses 2 mandats constitutionnels. Analyse à suivre. À suivre aussi les sports de Blaise Adanko et le Bénin qui joue sa survie ce soir dans la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans qui a lieu en Égypte. Les Guépards affrontent le leader de ce groupe C, la Gambie, déjà qualifiée pour les quarts de finale et assurée de finir première. Mathias Tegueno et Seb Poulain ont une 2e place à aller chercher. On reviendra également sur le championnat national de football, la Super League Pro qui a démarré ce week-end. Et pour finir, ce sera la revue de presse de Marcel Arrossi, le condensé de l'actualité tel que relayé par les canards. L'exercice donc est estampillé. Monsieur Arrossi, vous savez désormais tout. Bienvenue. Si vous venez tout juste à l'instant de nous rejoindre, 5 sur 7 matin vous revient. C'est dans quelques minutes. Comment faire une dénonciation auprès de la cellule d'analyse et de traitement des plaintes et dénonciations des faits de corruption? 1. Rendez-vous sur le site web www.dénonciation.bj depuis votre navigateur. 2. Cliquez le menu dénoncer dans la barre de menu. 3. Remplissez le formulaire de dénonciation qui s'affiche avec des preuves, si vous en avez, et renseignez un code secret à 4 chiffres qui vous permettra de suivre votre dénonciation. 4. Déclinez votre identité si vous le souhaitez ou continuez en tout anonymat. 5. Notez le code de suivi qui s'affiche sur votre écran pour suivre le traitement de votre dénonciation. 6. Enfin, si vous aviez renseigné une adresse email valide, vous recevrez une notification dans votre boîte email avec le code de suivi. Vous pouvez aussi appeler gratuitement le numéro 155 pour soumettre vos préoccupations. Tous ensemble, œuvrons pour la consolidation de la bonne gouvernance au Bénin. Mes amis, c'est bien votre adjoint. Vous avez connu mes débuts, ce temps de galère et cette souffrance. Après, j'ai démarré mes activités grâce au microcrédit à l'AFIA. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était un crédit de 50 000 francs. Étant bien formé sur la gestion de mon crédit et mon commerce, j'ai remboursé régulièrement. Et ça m'a permis aujourd'hui de bénéficier d'un crédit de 100 000 francs et d'accroître mes activités. Vous aussi, vous pouvez être comme Adjoa. Vous êtes ancien ou nouveau bénéficiaire du microcrédit à l'AFIA. Vous pouvez désormais obtenir des crédits allant jusqu'à 100 000 francs CFA. Rendez-vous chez le SFD le plus proche pour plus d'informations. C'est simple et pratique, comme toujours.
Microcrédit Alafia, le crédit qui vient à vous. Merci, Microcrédit Alafia. Comment faire une dénonciation auprès de la cellule d'analyse et de traitement des plaintes et dénonciations des faits de corruption? 1. Rendez-vous sur le site web www.dénonciation.bj depuis votre navigateur. 2. Cliquez le menu dénoncer dans la barre de menu. 3. Remplissez le formulaire de dénonciation qui s'affiche avec des preuves, si vous en avez, et renseignez un code secret à 4 chiffres qui vous permettra de suivre votre dénonciation. 4. Déclinez votre identité si vous le souhaitez ou continuez en tout anonymat. 5. Notez le code de suivi qui s'affiche sur votre écran pour suivre le traitement de votre dénonciation. 6. Enfin, si vous aviez renseigné une adresse email valide, vous recevrez une notification dans votre boîte email avec le code de suivi. Vous pouvez aussi appeler gratuitement le numéro 155 pour soumettre vos préoccupations. Tous ensemble, œuvrons pour la consolidation de la bonne gouvernance au Bénin. Cinq sur 7 matin, voyons voir à présent l'actualité telle que relayée par les canards, par les journaux, bien évidemment, qui ont parvenus à notre rédaction ce lundi matin. Évidemment, on installe à nouveau Marcel Arrossi. Marcel Arrossi est en plateau. Bonjour Marcel. Bonjour Herman, bonjour à tous. Avec vous, on découvre bien sûr la une des journaux. Nous démarrons par le quotidien Fraternité. Nouveau drame au Bénin. Après le feu, l'eau emporte des vies. Nomination de Rwandais à la direction de l'ANIP. Wilfried Léandre Ngwedi. Le souci premier du gouvernement a été de retrouver le profil pointu, le regard de Claude Diankaki sur la polémique en cours à la tête de l'ANIP. À découvrir donc avec Fraternité la priorité. Nomination du Rwandais Pascal à l'ANIP, colère et indignation à la CSTB, le secrétaire général du gouvernement et porte-parole du gouvernement, bien sûr, Ngwedi, rassure. Mise en application du décret portant augmentation du SMIC au Bénin, important message de la CNSS aux employeurs. La primeur. Plateau, incendie dans le village Itchakpoa-Pobé, des cadres du parti Bloc républicain volent au secours des sinistrés, des dons en nature offerts. 33 ans après la conférence nationale, le patriarche Karim Urbain da Silva révèle les non-dits. Il remercie Patrice Talon d'avoir transformé le Bénin. Info Matin, plus jamais ça au Bénin. Le journal parle du concours Miss influenceuse sur fond de pugilat. Vie politique béninoise, lentement et sûrement vers 3 grands regroupements. La thérapie Talon en marche. La nation, compte de campagne pour la législative 2023, l'ultimatum de la Cour des comptes au parti à découvrir donc dans la nation. Stratégie d'autosuffisance alimentaire, le Bénin arrange un pacte de 300 milliards de francs CFA. Agence nationale d'identification des personnes, des éclaircissements sur la nomination du Rwandais. L'événement précis, direction générale de l'ANIP, le gouvernement donne les raisons sur le choix du Rwandais. Il n'y a pas eu un autre CV digne du nom, selon Wilfried Léandre Ngwedi. Gaskiani Info, Pascal Nyamulenda à la tête de l'ANIP. Émotion, motion et raison. Exilé et si Talon lâchait du lest. Le pays à présent sorti du président tunisien contre les migrants subsahariens allait au-delà des condamnations. Le pays encore présidentiel au Nigeria, le plus dur reste à faire. Wakatsira Kaïs Saïd à la chasse au noir, l'Afrique au cinéma, Macron en pompier. Wakatsira encore, le Burkina Faso et le Mali engagés à être un État fédéral. Le premier ministre burkinabé
Maître Apollinaire Joachimson Kelem de Tambela a échangé avec son homologue malien Shogel Kokala Maïga et sa délégation dans la soirée de ce vendredi 24 février 2023 à Ouagadougou. RFI, naufrage de migrants en Calabre, l'opposition italienne lance un appel à l'Union européenne. Radio France Internationale encore, le chef de la diplomatie égyptienne ira en Syrie et en Turquie, une première en une décennie. TV5 Monde, en Ukraine, selon Poutine, l'OTAN participe aussi à la guerre. Et pour finir, avec ce même journal, au moins 59 migrants morts dans un naufrage près des côtes italiennes. On va découvrir l'essentiel à retenir, bien évidemment, de toutes ces actualités relayées par les canards. Ce sera en fin d'émission dans la revue de presse. Le temps pour nous, évidemment, de recevoir par ici les différents invités. Le tout premier qui défilera sur ce plateau, c'est bien évidemment le secrétaire administratif du parti Union Progressiste, du parti Les Démocrates. Il s'agit de Kamal Ouassangari. Un gros plan, je vous l'annonçais, sur les débuts tonitruants donc des démocrates au Parlement. Le principal et unique parti d'opposition présent à l'hémicycle fait la une de l'actualité depuis l'installation de la 9e législature. Et pour décrypter cette actualité, nous recevons pour vous sur le plateau de 5 sur 7 matin de ce lundi, Kamal Ouassangari. Il est le secrétaire administratif du parti Les Démocrates. Bonjour Monsieur Ouassangari. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. J'avais annoncé Kamal Ouassangari dans mon introduction. Il s'agit bien sûr de votre frère jumeau qui est élu aussi sous la bannière du parti Les Démocrates et qui siège au Parlement pour le compte, je crois bien, de la 4e circonscription électorale. Exactement. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir d'être à vos côtés. Mais qu'est-ce que ça fait de militer au sein du même parti que son frère jumeau? Non, de toute façon, nous sommes tous des Béninois. Ouais. Donc chacun, de par ses convictions, choisit sa formation politique. Il se fait que, peut-être contrairement à d'autres jumeaux, que nous sommes tous dans la même formation politique. Donc chacun fait son petit combat. Vous avez partagé le même utérus et vous partagez à présent le même combat idéologique. Ouais, c'est ce que je constate. N'est-ce pas? Allez, on en vient à présent dans le vif du sujet. Les démocrates siègent au Parlement avec 28 députés. Ces 28 députés, comment est-ce que vous les avez justement accueillis à l'issue des élections législatives du 12 janvier dernier? Oui, merci beaucoup. 8 janvier dernier, par contre. Oui, merci beaucoup. Vous savez, lorsque nous allions aux élections, on était sûr d'avoir beaucoup plus que ça. Mais avec tout ce que nous avons constaté le 8 janvier, avec les compressions qu'il y a eu ce jour-là, on s'est retrouvé finalement, selon ce que la Cour constitutionnelle a dit, à 28 députés. Ces 28 députés ont pris des engagements sur le terrain. Ces 28 députés vont respecter les engagements. Et vous allez constater que depuis que la Cour a donné la décision, nous avons commencé un certain nombre de démarches au sein du parti avec ces 28 députés, pour que ces 28 députés ne puissent pas faire autre chose que ce qui a été dit sur le terrain. Donc nous sommes sereins. Très bien. Et puis, à l'installation déjà de la 9e législature, on a vu que votre parti a pu donner le temps avec un discours de constitution de groupe parlementaire au cours duquel, justement, Nourenou Attiadé, le vice-président du parti, a décoché des flèches vis-à-vis du pouvoir en place. C'était prévu, on va dire, cet entame tonitruant? Non, je pense que tout ce qui a été fait, c'est dans les dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Nous, dans le cadre du vice-président, qui est le président du groupe parlementaire, a quand même essayé de faire comprendre à la nation béninoise qu'on ne pourra plus observer ce qu'on a observé les 4 années passées. Parce que, comme vous le savez, nous avons connu un parlement où il n'y avait pas l'opposition. Et avec l'arrivée du parti Les Démocrates, il fallait quand même qu'on donne nos tons. Et comme les tests nous permettent toujours de l'installation de faire la constitution du groupe parlementaire, donc l'occasion était propice. Ce n'était pas aussi évident que si ça devait se faire après, que le parti puisse avoir une
telle tribune pour faire passer le message qu'il fallait. C'est le message, les engagements que nous avons pris sur le terrain, c'est le début de... Nous avons quand même pas mettre en marche ces engagements. Quand vous parlez d'engagement pris sur le terrain, est-ce qu'on peut considérer le boycott des travaux d'installation des commissions comme aussi le respect d'un engagement pris sur le terrain? Il faut quand même préciser que depuis nous entendons qu'il y a un boycott, il n'y a pas eu boycott. Parce que lorsque les différentes commissions devaient travailler, les députés du Parti des démocrates ont participé aux travaux. C'est au niveau de la plénière que, vu ce qui s'est passé au niveau des travaux en commission, à la plénière que les députés ont dû quitter l'Assemblée. Sinon, au sein des commissions, il y avait un travail qui a été fait et les députés ont quand même fait noter au niveau des différents rapports des PV tous les greffes qu'ils ont pu lire à la tribune au niveau lors de la plénière. Donc c'est pour dire qu'on n'a pas boycotté, mais c'est une manière de dire que ce qui se fait n'est pas bon. Parce que vous savez, l'article 36 de la Constitution dit clairement que chaque pays doit pouvoir travailler pour préserver la paix, pour éviter que la majorité, par exemple, ne puisse pas imposer son dictat au niveau de la minorité, parce que la minorité a également ses droits. Donc nous avons participé et c'est à la plénière que les députés de l'opposition ont fait une déclaration pour quitter la salle. Très bien. Alors, on revient justement sur cette, on va dire ainsi, cette cérémonie d'installation. On a vu qu'il y a le poste de deuxième vice-président de l'Assemblée nationale qui est revenu justement à votre parti, les démocrates, soutenu par les partis de la majorité présidentielle. Est-ce que c'était consensuel, c'était attendu ou comment est-ce que ça s'est passé? Non, soutenu, bon, peut-être parce qu'ils ont pris part au vote, parce que nous n'avons pas eu de discussion avec la majorité présidentielle. Je dois vous dire qu'en principe, on s'attendait à avoir au moins 2 sièges dans le bureau de l'Assemblée. Parce que quand vous prenez en compte les décisions de 2009 et de 2011 de la Cour constitutionnelle, il est clairement établi que le principe de majorité-minorité doit être pris en compte dans la répartition des organes de gestion et des députés appelés à représenter l'Assemblée nationale. Et vous savez, aujourd'hui, la seule formation politique de l'opposition, c'est le Parti des démocrates. Nous avons fait notre déclaration d'appartenance à l'opposition, donc il n'y a pas de doute qu'au niveau de l'Assemblée nationale, nous constituons la minorité parlementaire. Et si on doit prendre en compte, considérer la répartition proportionnelle des sièges, c'est qu'on s'attendait à avoir 2 sièges. Mais malheureusement, comme nous l'avons constaté depuis longtemps, c'est que pour cette fois-ci, c'était au poste de deuxième vice-président que le pouvoir n'avait pas de candidat. Donc c'est ce seul siège qui nous est revenu. Et les différents recours qui ont été déposés ont également attaqué ce volet-là, parce que nous ne pouvons pas comprendre que, excusez-moi, qu'il y ait une gloutonnerie au niveau de la répartition des sièges. Vous savez, les membres du bureau de l'Assemblée nationale, les présidents des commissions, les présidents des groupes parlementaires, on constitue ce qu'on appelle la conférence des présidents. Et c'est cette conférence des présidents qui accompagne le président de l'Assemblée à gérer l'Assemblée. Donc on ne peut pas, pour un organe de gestion aussi important que ça, accepter qu'on nous prive ce que la Cour, ce que les textes de la République, ce que les décisions de la Cour constitutionnelle également ont pu clairement définir. On n'accepte pas qu'on nous prive de ce droit-là. C'est pourquoi nous l'avons clairement démontré. Et je pense que d'ici là, la Cour constitutionnelle va sortir sa décision. Et je crois, si c'est vraiment le droit doit être dit, bientôt tout sera repris au niveau de l'Assemblée nationale. Vous avez saisi la Cour constitutionnelle par rapport à l'installation des commissions permanentes aussi? Oui, pas seulement les commissions, comme je l'ai dit, il y a plusieurs domaines qui ont été attaqués. Il y a la composition du bureau de l'Assemblée nationale, il y a également la composition des bureaux des commissions permanentes. Parce que vous savez, chaque commission est dirigée par 5 membres. Et si avec ce que nous avons tous vu, c'est que les 5 bureaux ont été occupés par la majorité présidentielle. Ce qui est également une violation des décisions de la Cour constitutionnelle. Donc, c'était normal quand même qu'on puisse... Parce que vous n'étiez pas candidat, c'est ça?
Non, justement, il ne peut pas dire qu'on n'était pas candidat. Vous savez, je prends par exemple la commission du plan, par exemple. Comme les tests les disent, nous sommes 28 députés, nous avons un membre au niveau de l'Assemblée nationale qui n'est pas membre d'une commission. Donc les 27 ont été proportionnellement répartis sur les 5 commissions. Au niveau de la commission du plan, nous avons 5 membres. Les 5 membres ont été... parmi les 5, on a le président du groupe parlementaire. Donc qui ne peut pas occuper un poste encore au niveau des 5 commissions. Donc il ne restait que 4. Donc or, les tests disent qu'il faut déposer ce dossier de candidature 1 heure avant le commencement des votes. En passant, le principe de transport n'a même pas été respecté au niveau de cette commission. Et le recours qui a été déposé a clairement dit, parce qu'il n'a pas un isoloir, même le scrutateur a été désigné, au lieu d'être tiré au sort, tout a été notifié. Donc, il dit les 4 ont été candidats sur les 4 premiers postes. Les 2 donc. Mais on a remarqué qu'au niveau du pouvoir également, et contrairement au principe où il faut la minorité et la majorité, ils ont été candidats sur les 5 postes. Donc quand les 4 premiers postes sont passés, ils ont pris tous les postes, ce qui fait qu'au niveau du 5e poste, ils étaient les seuls candidats. Je ne vois pas pourquoi alors on dit qu'on n'a pas été candidat. Nous avons bel et bien candidat et les rapports, les procès-verbaux des élections l'ont clairement mentionné. Donc c'est pour dire que quand on cherche à embrouiller l'opinion nationale, pour dire qu'ils ont abandonné, non, nous avons participé. Mais c'est eux qui ont été plus gloutons. Ils n'ont pas voulu respecter le principe à valeur constitutionnelle de majorité-minorité. Et ça, nous observons. Mais de toute façon, on va aviser quand la Cour constitutionnelle va donner sa décision. Et en attendant quand même que la Cour constitutionnelle ne puisse évidemment vous donner raison ou vous donner tort, on verra bien en son temps. On analysera la décision en son temps également. Il n'y a que, selon les dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, il n'y a pas vraiment de quota réservé à une majorité ou à une minorité. Il est simplement dit qu'il faut que justement les commissions techniques, le bureau du Parlement reflètent autant que faire se peut ou dans la mesure du possible toutes les sensibilités présentes au Parlement. Donc, en gros, qu'est-ce que vous reprochez fondamentalement? Non. Qu'ils aient été, voilà, gloutons, d'accord, ça relève de l'éthique, mais sur le plan totalement juridique, il n'y a pas forcément mal donne. Si, il a beaucoup de mal donne. Vous savez, le règlement, il avait le règlement intérieur, et c'est surtout après le règlement, quand il y a eu des problèmes dans la composition des bureaux dans les années passées, que des recours ont été déposés au niveau de la Cour constitutionnelle. Et c'est suite à ça que la Cour a pris des décisions où il est clairement établi que, comme je l'avais dit tantôt, que pour les organes de gestion et la représentativité des députés, on doit respecter le principe à valeur constitutionnelle de la majorité-minorité, la représentation proportionnelle. Nous avons 28 députés, ils doivent tenir compte de ces 28 députés dans la répartition. Certes, il n'est pas dit que la minorité ne doit pas, par exemple, dire c'est tel poste, c'est tel poste, c'est tel qu'on veut, il ne peut pas président, mais on doit tenir compte de la proportion que constitue aujourd'hui la minorité dans les organes de gestion. C'est ce qu'on dit. Et c'est un principe à valeur constitutionnelle. On ne quémande pas. On veut le respect d'un droit. C'est toute la différence. Quand on dit autant que possible, si, mais c'est clairement dit que le principe à valeur constitutionnelle, qui est le pouvoir de la majorité, doit être tenu, on doit tenir compte de ça. Et pourquoi avez-vous choisi justement de faire la politique de la chaise vide? Non, j'ai dit tantôt que ce n'est pas une politique de la chaise vide parce qu'on a participé aux travaux au niveau des commissions. Vous avez boudé finalement. Au niveau des commissions. Il y a une nuance. Vous savez, quand vous quittez la salle, c'est une autre forme d'expression. En politique, c'est une autre expression. Si on avait refusé de participer aux travaux, il faut comprendre que les travaux en commission ne viennent pas se faire en plénière. Tout se fait d'abord. Et ce sont les résultats qu'on vient d'exposer en plénière pour validation. Mais si on avait refusé de participer aux travaux en commission, là, on aurait fait la politique de la chaise vide. Nous avons participé à tout. Mais c'est quand tout ce qui a été fait ne respectait pas les dispositions légales que nous avons dû faire une déclaration officielle pour faire comprendre au peuple bédouin ce qui se trame là-bas. Donc, il n'y a pas une politique de la chaise vide, mais il y a une expression qui est également un mode de protection en politique. Ce n'est pas nouveau.
Mais est-ce que vous allez toujours quitter, vous allez toujours finir par quitter l'Assemblée quand vous ne serez pas d'accord? Non, de toute façon, s'il y avait un vote, par exemple, on allait rester pour voter. S'il y avait un vote, par exemple, on allait voter. Parce que nous avons pris des engagements, comme je l'ai dit au début. Nous ne pouvons pas nous rester dehors pour laisser les autres faire. La preuve, nous avons eu, les années passées, l'opposition avait eu 21 députés. Il y a des moments, ils ont quitté, mais ils ont quand même joué leur partition. Ces 28 députés joueront également leur partition. Mais ce qui s'est passé à l'Assemblée en plénière, c'était la meilleure façon de faire comprendre au peuple béninois qu'il y avait un dictat qui est en train de se préparer et que cette dictature ne peut pas continuer. Irénée Agossa parle des responsabilités politiques de votre part. Qu'est-ce que vous lui répondez? Non, je ne réponds pas à Irénée Agossa. Je ne réponds pas à Irénée Agossa parce qu'un opposant qui demande de voter pour la mouvance lors des dernières élections, en termes d'irresponsabilité, je me pose la question de quel côté on peut regarder. Mais je ne réponds pas. Vous ne répondez pas? Oui, ça lui ferait beaucoup d'honneur. Et que pensez-vous de ceux qui estiment que les démocrates sont en train de faire des caprices? Des caprices? Qu'est-ce que vous répondez à ceux-là? Non, peut-être que certains parmi eux ne comprennent pas le jeu politique. Et certains parmi eux, d'autres également, n'ont pas pris des engagements envers le peuple. Oui, nous sommes là. Nous sommes la minorité parlementaire. Nous sommes l'opposition qui est reconnue. Donc nous avons le devoir de travailler pour le bonheur de cette nation. Donc si on estime que ce que nous faisons, nous sommes des caprices, je pense que ce n'est pas forcément des opposants qui le disent. D'accord. Et pourquoi aujourd'hui les démocrates ont certes estiment qu'ils sont de la ligne dure de l'opposition, mais on a comme presque une impression d'assister à une posture presque, on va le dire, radicaliste de ce parti politique? Non, je pense que quand on regarde les partis, on veut situer les partis radicaux, on les connaît. Nous avons des lois de la République. Nous nous efforçons de respecter ces lois de la République. On ne peut pas, comme certains, applaudir le pouvoir. Pas forcément. La preuve, quand vous avez suivi notre déclaration de constitution du groupe parlementaire, on n'a pas tout peint en noir. La réforme qui a conçu d'avoir beaucoup plus de femmes à l'Assemblée a été applaudie. Ce n'est pas du radicalisme. Donc, c'est quand les gens font leurs interprétations en fonction des positions qu'ils occupent. Mais aujourd'hui, nous sommes de l'opposition. Nous représentons l'opposition. Et tous nos actes que nous aurons à poser concourront à respecter le droit de la minorité. Parce que nous sommes minoritaires cette fois-ci. Mais tous les actes vont permettre quand même au peuple béninois de savoir ce qui se passe au Parlement. Et, comme on l'a toujours dit, de restaurer la démocratie. Alors, vous n'avez pas tardé à interpeller le gouvernement sur des questions d'actualité. Déjà, le jour de l'installation, l'honorable Arossi a interpellé le président de l'Assemblée nationale au sujet justement de ces émoluments qui seraient accordés donc, aux députés de la 8e législature défunte, évidemment. Est-ce que vous avez eu gain de cause? Non, vous savez, on doit revenir sur ces différentes interpellations. On dit que avant notre arrivée au Parlement, nous avons appris qu'il y a une loi qui avait été votée qui accordait 3 mois de salaire pour les députés qui ne seraient pas revenus, qui n'ont pas pu se faire élire, pour les députés de la 8e législature. Je ne parle pas de sevrage, parce qu'il est reconnu de tous que quand un député finit, les 3 mois qui suivent, il prend des primes de sevrage. Mais ce n'est pas de ça que nous parlons. C'est 3 mois parce que la Cour constitutionnelle aurait pris une décision pour écouter leur mandat. Or, si la décision de la Cour étant devant être appliquée à tout le monde, on ne devait pas avoir le vote d'une loi pour leur faire 3 mois de bonus, ce qui leur fera 6 mois de plus, au lieu de 3. Donc, on a voulu savoir si ce qu'on dit, parce que nous avons, pour la législature passée, on apprend des lois qui sont votées, que ce soit en jour, surtout la nuit, mais sans connaître le contenu. On a voulu quand même, parce que la loi l'autorise, avoir le contenu. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas encore eu la réponse, mais nous n'allons pas lâcher. Et la seconde interpellation, c'était la question d'actualité concernant le drame de Dassa. Et je pense que le peuple béninois a besoin des explications. Parce que ce qui s'est passé là-bas,
plus jamais ça, comme on le dit. Il ne faut plus que ça reprenne. Et nous avons constaté la défaillance du service des sapeurs-pompiers. Donc on a voulu comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce que nous entendons beaucoup. Le gouvernement fait ci, le gouvernement fait ça, le gouvernement a accompagné ci, accompagné ça. Il faut qu'on comprenne qu'est-ce qui n'a pas marché. Parce qu'il faut éviter que les mêmes drames se reproduisent. Dassa a une vie carrefour. On ne peut pas comprendre qu'il n'y ait pas une unité de sapeurs-pompiers à Dassa. Ou même s'il a qu'il n'ait pas les moyens. Donc il faut qu'on comprenne, que le peuple bien comprenne. Et je tiens d'abord à présenter les condoléances à toutes les familles éplorées. Parce que nous avons constaté que même ceux qu'on a demandé d'évacuer sur Cotonou, la plupart des cas, nous avons entendu que beaucoup sont décédés. Mais quel est le bilan? On ne demande pas de nous dire nommément les personnes, mais quel est le bilan? Quelle disposition le gouvernement prend pour pouvoir compter à d'éventuels cas d'accident? Donc voilà, on veut comprendre. Et les députés vont apporter leur contribution pour que demain ça puisse aller mieux. Une question d'actualité, ce n'est pas forcément contre le gouvernement. C'est pour que chacun puisse apporter sa contribution pour que demain soit mieux organisé. Voilà. Alors, quelle sera la posture du parti les démocrates donc, dans les prochains mois, dans les prochaines années au Parlement? C'est celle qu'on est en train de voir là? Non, le parti les démocrates, les députés du parti les démocrates joueront le rôle qui leur incombe pour la bonne marche du pays. Ce ne sont pas des députés qui vont acclamer à tout vent, comme ils l'ont déjà démontré dès le début, parce qu'il faut que tout ce qui se fait là-bas puisse apporter l'assentiment du peuple. Nous sommes un parti du peuple, nous avons l'obligation de faire en sorte que les désidératas, les volontés de ce peuple-là soient quand même portées au niveau de l'Assemblée nationale, parce que c'est là que les lois se votent. Et vous savez, les statuts partiels ont brillé par beaucoup de choses, l'absence de beaucoup de choses. Donc tout ça, là, il faut qu'un peu, avec la présence des démocrates, qu'on revienne à ce pourquoi nous connaissait d'antan le pays démocratique. Et je pense qu'ils ne vont pas déroger à ces engagements. Qu'adviendra-t-il si la Cour constitutionnelle ne donne pas suite favorable à vos recours? Nous aviserons. Nous aviserons, parce que les décisions de la Cour sont sans recours, mais avec, à moins qu'il y ait un revirement jurisprudentiel, nous avons foi que tout le processus va être repris. À moins qu'il y ait un revirement jurisprudentiel, comme je l'ai dit. C'est vrai qu'on l'a connu depuis quelques années avec ces différents cours, mais si on doit respecter les décisions qu'on a déjà connues en 2009-2011, je pense que le parti aura gain de cause. On a vu la même Cour constitutionnelle vous donner raison pour participer aux dernières élections législatives qui vous permettent d'ailleurs aujourd'hui d'être présent au Parlement. S'il arriverait que la même Cour, évidemment, vous donne tort peut-être sur un dossier, sur ce dossier-là, on imagine que vous n'allez pas l'avouer aux Gémonies. Non, vous savez, les choses sont ensemble mais ne se ressemblent pas. Le fait que le Parti Les Démocrates ait eu gain de cause pour participer aux élections législatives, pour ceux qui ont suivi l'actualité, la Cour ne pouvait pas faire autrement. Parce que c'est Vous pensez que c'était un droit acquis? C'était un droit acquis, parce que quand les gens ont pu démontrer que ceux qui n'ont pas reçu, par exemple, leur quitus, ne l'ont pas reçu parce qu'ils n'ont pas respecté les engagements, mais de la volonté, je ne veux pas dire des instructions reçues, mais à un moment, c'était sur le coup, nous ne pouvions pas aller autrement. La preuve, quand il était question de déposer, quand on a déposé des recours suite à l'organisation des élections législatives, on a vu comment la Cour a traité nos recours. Quand le processus n'est pas terminé, qu'on nous parle des pièces caduques de l'Assemblée, qu'on prend en compte ça, on a vu comment ça a été traité. Donc au niveau des recours qu'on a convenu de déposer, on attend également cette Cour. Mais de toute façon, il est important de savoir que les dispositions qu'on prend aujourd'hui vont vous être appliquées demain, parce qu'aucune position n'est éternelle. Et aujourd'hui, qui peut prendre toutes les décisions qui veulent, demain ça va se appliquer. Mais pour cette fois, pour ce qui concerne les recours déposés, concernant le bureau des commissions et le bureau de l'Assemblée,
je doute fort que la Cour puisse dire autre chose que ce que nous avons traditionnellement connu au Bénin. Je doute fort. Donc nous avons foi que nos recours vont passer. Et quand la Cour va donner, nous allons aviser. Est-ce que ce n'est pas un comportement antidémocratique que de penser que lorsque les décisions ne sont pas en notre faveur, que les décisions sont mauvaises? C'est peut-être un comportement, mais nous, on n'a jamais pensé ça. Nous, on a toujours voulu que le droit soit respecté. Si la Cour, par exemple, je ne dis pas qu'elle ne va pas le faire, mais si la Cour ne respecte pas ce que le droit, là, on va se demander si ce n'est pas un comportement antidémocratique au niveau de cette Cour. Mais nous avons foi, vu ce que nous connaissons déjà, vu les décisions que nous avons déjà sur ce temps, que la Cour ne peut pas dire autre chose que de nous donner raison. Quand on revient sur vos comportements en début de mandature à l'Assemblée nationale, est-ce que vous pensez que vous êtes, même convaincu que vous êtes en train d'honorer ceux qui vous accordent leur confiance? C'est ce pourquoi nous ont envoyé. Il faut constater qu'il y a la majorité de la population aujourd'hui qui a voulu que les choses ne se passent plus comme avant. Et les gens, ça a été bien démontré lors des élections de 8 janvier passé. Donc, ce que nous faisons, et quand vous suivez même les différents commentaires, c'est dans la droite ligne de ce qu'on nous demande. On ne nous a pas dit des députés qui vont applaudir tout ce qui se fait. Parce que c'est dans la contradiction, justement, qu'on arrive à sortir de bonnes choses. Mais vouloir que tout le monde applaudisse, ça ne peut pas marcher. Et vous savez, il n'y a aucun pouvoir qui ne devienne dictateur si vous tous vous applaudissez. Pour que la démocratie soit vraiment respectée, il faut que les gens, que vous, que nous, parce qu'il y a beaucoup de situations, par exemple, même les journalistes ne comprennent pas ce qui se passe, parce qu'ils n'ont pas l'information. Il n'y a que ce comportement qui va permettre à tout citoyen béninois de savoir qu'est-ce qui se fait et pour pouvoir permettre à chacun de faire ses analyses. Mais penser qu'on fait autre chose que ce que le peuple nous a demandé, je ne crois pas. Nous sommes allés auprès de ce peuple, nous avons entendu ce qu'ils nous ont dit et nous ne ferons que ce qu'ils ont demandé. Donc nous sommes dans la droite ligne des engagements pris avec le peuple béninois. Très bien. Alors, Monsieur Ouassagari, revenant à des questions d'actualité, on a vu une actualité récente faire aujourd'hui la une des journaux. Ça a suscité beaucoup de débats. Il y en a qui ont mêlé les émotions, bien évidemment. Il s'agit donc justement de la nomination d'un nouveau directeur à la tête de l'Agence nationale d'identification des personnes, un expatrié qui prend cette fonction. Beaucoup ont tout fait. Le gouvernement explique être dans une logique de compétence, de performance pour évidemment donner de la qualité à un organe chargé de dresser l'état civil du Bénin, de redresser, on va-t-on dire, l'état civil du Bénin. Beaucoup ont tout fait d'aller dans les invectives. Quelle est la posture du Parti Les Démocrates? Bon, de toute façon, d'ici là, le parti va sortir une déclaration, mais on ne vise pas qu'il y ait des compétences qui viennent accompagner le peuple béninois. Mais ce qui concerne le volet particulier de nos données personnelles, de l'état civil, je pense que le gouvernement aurait pu réfléchir 2 fois. Parce que, qu'on ne le veuille pas, le Bénin a des compétences. Le Bénin a beaucoup de compétences. Et si nous avons peut-être même été des précurseurs en ce qui concerne le traitement des données personnelles au Bénin, que depuis le RAVEC, après il a eu le CPS, l'EPI, tout ça, on a eu des textes qui ont travaillé, qui ont la compétence, qui ont l'expérience, qui sont sollicités ailleurs. Mais on n'a pas pu trouver dedans. Je dis, le Bénin, tous les fils du Bénin sont appelés à gérer le pays. C'est pas parce que peut-être ils estiment que quelqu'un n'est pas ne soutient pas leur politique, n'est pas de la mouvance de l'opposition. Mais je pense que le technicien en principe ne devrait pas être un politicien. Mais si je n'ai pas entendu, par exemple, le gouvernement lancer un appel à candidature pour ce poste-là. S'il avait sûrement fait, je pense qu'il y a des dossiers des Béninois vont être déposés. L'expatrié pouvait être, par exemple, un expert. Le porte-parole du gouvernement a quand même estimé que des dossiers, des CV reçus, évidemment, celui-là était probablement ou assurément le plus fourni, le plus capé pour prendre. Parfois, quand je vois mon ami Wilfried Léon, je dis qu'il est dans une tâche très difficile. Il est obligé de justifier.
Mais de vous à moi, nous n'avons jamais entendu un appel à candidature pour ce poste-là. C'est-à-dire que les CV ont été reçus comment, par qui et où. Je ne crois pas. Il était de justifier, vu le tollé que cela a suscité. Mais je pense qu'ils auraient pu faire mieux. Pourquoi est-ce que cela doit susciter un tollé quand on sait que autant, évidemment, des expatriés viennent occuper des fonctions ici chez nous, autant des Béninois sont à des postes stratégiques un peu partout dans le monde, dans d'autres pays aussi. Oui. Pourquoi la réciprocité nous dérange si tant? Non, vous savez, les gens font... Ceux qui tiennent ces propos, on pense que c'est la première fois qu'un expatrié occupe un poste. C'est pas la première fois. Non, toutes les fois où un expatrié doit prendre... On l'a vu avec la société... Non, mais vous allez voir que pour ce qui concerne l'année... On l'a vu avec... Pour ce qui concerne l'année... On l'a vu avec d'autres postes. On l'a vu avec la société béninoise d'énergie électrique. On l'a vu avec la direction du port. Ou quand bien même des expatriés dépêchés ou suscités pour... évidemment, sollicités, j'allais dire, pour occuper ces fonctions, sont des experts dans les domaines. Quand on parle du port d'Anvers, par exemple, en Belgique, on sait que, voilà, c'est l'un des ports les plus brillants au monde. On a sollicité des experts de ces pays-là pour nous accompagner dans la transformation structurelle du port autonome de Cotonou. Ça a suscité de la polémique. La société béninoise d'énergie électrique, polémique. La douane béninoise, polémique. À chaque fois, il y a une polémique. On estime que, évidemment, on est tous chauvins. On veut tous voir nos compatriotes à la tête de fonctions stratégiques dans notre pays. Mais pourquoi ça doit nous égratigner si tant qu'on fasse appel à des compétences extérieures pour, pourquoi pas, accompagner nos cadres qui, éventuellement, voilà, n'ont pas forcément ou toujours toutes les compétences requises. Oui, je disais tantôt, si on avait pris le Rwanda comme un expert au niveau de la ligne, ça n'aurait pas suivi un tel tollé, mais il a été nommé directeur général. Et vous savez, ce qui concerne particulièrement les données personnelles des citoyens, les gens craignent, parce qu'on sait, avec ce que nous entendons, les gens peuvent prendre des données pour amener ailleurs. Et aujourd'hui, qu'on ne le veuille pas, à ce niveau-là, on préfère une fille patriotique. On n'est pas contre les expatriés, mais on n'admet pas que ce soit quelqu'un d'autre qui ne soit pas béninois, qui puisse décider, par exemple, qui puisse, par exemple, signer des documents vous engageant béninois. Donc, c'est pas... On ne connaît pas son cahier des charges non plus. Non, justement, parce que vous savez, c'est comme si, quand on nomme quelqu'un, la personne ne transigerait pas à ce qui a été retenu. Si, par exemple, nous avons les lois, par exemple, mais il y a des gens qui violent ces lois. Qu'est-ce que je dis aujourd'hui que l'expatrié ne va pas prendre les données pour amener ailleurs? Alors, s'il avait été sollicité comme expert, oui, ou qui travaillait dans l'ombre sans que cela ne soit mis véritablement en lumière et qu'il a les mêmes accès aux données personnelles dont vous parlez, ça n'aurait égratigné personne. Non. Aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas le fait de formaliser la chose, de rendre ça beaucoup plus formel, beaucoup plus officiel, qui est gratiné? Peut-être qu'il serait resté dans l'ombre à manœuvrer, que personne n'aurait d'ailleurs eu l'information et que ça n'aurait dérangé personne. Peut-être qu'il le faisait déjà, peut-être qu'il le faisait. Mais vous savez, le cas particulier de l'ADIP, c'est que par la force des choses, c'est l'ADIP qui sort la liste électorale. Par la force des choses, c'est la liste qui sort la liste électorale. Et les gens créent des manipulations pour 2026, qu'on ne se le cache pas. Parce que un organe où l'opposition a toujours voulu avoir un droit de regard qu'on a refusé. Et c'est quelqu'un d'autre qui ne soit pas béninois qu'on appelle. Qu'est-ce qu'on nous cache? Alors, enfin, qui ne soit pas béninois, enfin, c'est une expression qui peut égratigner. Je préférerais ou on préfère qu'on puisse, je parle justement de voler qu'on puisse parler d'expatriés, qu'on puisse parler d'expatriés, pourquoi pas, de compétences extérieures. Voilà, parce que ça peut prêter quand même à un peu de la xénophobie quand on commence par dire quelqu'un qui n'est pas béninois, évidemment. D'expatriés. Voilà, de compétences extérieures. Je suis d'accord avec vous, mais qui doit manipuler nos données personnelles et qui doit nous produire la liste électorale en 2026, je pense quand même qu'il y a beaucoup de choses à revoir. Est-ce que la compétence a une identité? Non, ce n'est pas fait d'être compétent, mais c'est que le poste qu'il occupe aura des impacts au niveau de la politique. Parce que déjà, pour cette fois-ci, d'ailleurs, on a dû dénoncer, vous allez vous rendre compte que c'est l'ANIP qui a envoyé la liste électorale avec tout ce qui a été dit.
bon, je ne dis pas mais un national, un compatriote qui était à ce poste-là, mais quelqu'un qui ne connaît même pas la cartographie du pays. Et c'est à lui qui serait oublié de nous proposer une liste électorale. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous réitérons notre position d'avant les élections législatives. Il faut impérativement que l'opposition puisse avoir un accès dans tout ce qui va se passer. Nous voulons seulement intervenir dans tout ce qui aura d'impact sur les élections de 2026. Mais on ne peut pas aujourd'hui refuser que l'opposition ait un droit de regard là où on permet que des expatriés viennent en gros, le Parti démocrate n'est pas d'accord. Nous ne pouvons pas être d'accord. Nous ne pouvons pas être d'accord. Et nous n'avons jamais été d'accord. Même quand le mandataire Cyril Goubedi était là, nous avons toujours réitéré que notre présence au niveau de l'ANIP, à partir du moment qu'il y a une loi qui autorise l'ANIP à présenter une liste électorale. Donc nous n'avons pas été d'accord hier, c'est pas aujourd'hui que nous serons d'accord. Et que comptez-vous faire dans ce sens? Vous comptez contester la décision ou la nomination? De toute façon, nous allons utiliser toutes les voies de recours qui s'offrent à nous. Nous allons d'ici là, un communiqué va sortir et qui va dire au peuple béninois tout ce que nous ferons. Mais de toute façon, il faut forcément qu'on soit présent au niveau des organes qui seront appelés à établir la liste électorale de 2026. Nous allons faire ce combat parce qu'il ne faut pas, on ne peut plus aller avancer dans l'aveuglette avec ce qui se passe aujourd'hui de l'année. L'actualité, c'est aussi la mise en place ces derniers jours d'un organe pour suivre les enseignants du supérieur. On parle de l'installation de la délégation, voilà, je trouve le mot précis, de la délégation au contrôle et à l'éthique dans l'enseignement supérieur. Qu'est-ce que le Parti Les Démocrates, votre parti, pense de cela? De toute façon, nous allons toujours faire la promotion de l'éthique, hein, mais peut-être qu'ils sont formalisés, mais ce n'est pas là forcément dans le premier domaine dans lequel où l'éthique est souhaitée. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de problèmes au niveau de l'enseignement supérieur, mais je pense que, j'espère que cet organe mis en place n'est pas mis en place contre certaines personnes. Il faudrait que, dans le cadre de leur travail, que si quelqu'un, quel soit son bord, fait quelque chose, que chacun puisse vraiment subir ce qu'il a subi. Mais je pense que ce n'est pas seulement pour la répression. Ils doivent quand même pouvoir apporter le savoir-faire pour que ça puisse aller mieux. Mais je pense que les enseignants du supérieur ont écouté ce qui a été dit. Et comme c'est déjà mis en place, chacun va voir ce qu'il a à faire. Mais je pense que ce n'est pas forcément de tels organes existaient. Si c'est le formaliser maintenant, on va voir ce que ça va devenir. Vous êtes dubitatif quant à son efficacité? Oui, parfois, parce que vous savez, l'organe n'est pas mal. Mais il y a aussi les hommes qui sont appelés à agir. Et tant que c'est des hommes, surtout avec ce que nous avons connu, ou tout ce qui se met depuis quelques années, c'est souvent contre certaines personnes. Mais nous allons quand même voir ce qui va se passer. De toute façon, si quelque chose se passe, ne tourne pas bien, nous sommes là, on va répondre. Est-ce que vous avez pu voir les différents profils positionnés à chacun des postes de ce comité? Ce n'est pas un sujet qui intéresse outre mesure les démocrates. Tout sujet nous intéresse. Quand vous parlez de profil, on a connu des personnes sur qui on pensait que c'était les meilleurs profils, mais arrivés au poste, on a vu ce qu'ils ont commis et ils ont pu faire. Donc, ce n'est pas forcément le profil. Il faut qu'eux-mêmes, qu'ils prennent conscience qu'ils ont la façon dont ils peuvent contrôler l'éthique auprès des autres, qu'eux-mêmes doivent aussi avoir ce même comportement. Donc, ce n'est pas forcément le profil, mais c'est la capacité de chacun à pouvoir parfois dire non à la personne qui t'a nommé, mais ce qu'on n'a pas remarqué depuis un certain nombre d'années. Alors, monsieur Kamal, c'est bien ça? Monsieur Kamar. Monsieur Kamar Ouassangari, secrétaire administratif du parti Les Démocrates. Qu'est-ce que vous avez envie de dire pour clore cet entretien? Oui, merci beaucoup. Moi, je tiens d'abord à rassurer le peuple béninois que le parti Les Démocrates, le parti du peuple, ne va pas décevoir les engagements pris sur le terrain. Je tiens à dire que tout ce qui se fera là-bas,
bon ou mauvais, nous allons toujours les informer parce que nous avons pris conscience que le peuple a besoin d'informations. Et je tiens également, une fois encore, à présenter mes condoléances aux familles du drame de Dassa et à apporter mes encouragements aux militaires qui sont dans nos frontières, qui luttent contre les djihadistes. Je prie que le gouvernement puisse leur apporter autant de soutien parce qu'il est temps qu'on évite ces petits dictats qu'on a au niveau de l'Assemblée nationale, qui est peut-être plus de cohésion. C'est la loi de la majorité. Oui, parfois, oui, mais vous savez, quand j'ai pris ce volet, quand au moins j'attaquais le problème des djihadistes, parce que nous avons besoin tous d'être ensemble pour pouvoir bouter hors du pays tous ces ennemis de la République. Donc nous avons l'obligation de nous entendre, de laisser cette petite position pour qu'ensemble vraiment on puisse faire union sacrée autour de nos forces de sécurité. Les gens pensent que quand c'est mauvais, il faut dire l'opposition, venez. Mais quand c'est bon, on dit on est majoritaire. Une balle de l'ennemi ne connaît pas mouvance ni opposition. Donc il faut qu'il y ait la paix, qu'il y ait la cohésion au sein du pays. Et ensemble, nous allons bouter hors du pays ces ennemis de la République. Je remercie également les premiers responsables de mon parti qui ont surtout surmonté pour qu'on soit aujourd'hui là. Parce que nous avons quand même besoin d'une force de l'opposition au niveau du Parlement. C'est chose faite. Et nous allons jouer notre partition. Merci beaucoup à vous, M. Ouassangari. C'est moi. Merci d'être passé sur 5 sur 7 matin pour faire cet exercice donc de décryptage de l'actualité parlementaire, l'actualité nationale également dans toutes ses dimensions. Merci et à très bientôt. C'est moi. Merci beaucoup à vous, Marcel Rossi. On se retrouve, nous, en fin d'émission pour la revue de presse. Allez, on fait une petite pause et on reçoit Jean-Claude James quand il sonnera très exactement 7h pour le bulletin d'information. Ce sera le premier grand format de l'actualité sur la télévision nationale. À tout de suite. Mes amis, c'est bien votre adjoint. Vous avez connu mes débuts, ce temps de galère et cette souffrance. Après, j'ai démarré mes activités grâce au microcrédit à l'AFIA. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était un crédit de 50 000 francs. Étant bien formé sur la gestion de mon crédit et mon commerce, j'ai remboursé régulièrement. Et ça m'a permis aujourd'hui de bénéficier d'un crédit de 100 000 francs et d'accroître mes activités. Vous aussi, vous pouvez être comme Adjoa. Vous êtes ancien ou nouveau bénéficiaire du microcrédit à l'AFIA. Vous pouvez désormais obtenir des crédits allant jusqu'à 100 000 francs CFA. Rendez-vous chez le SFD le plus proche pour plus d'informations. C'est simple et pratique, comme toujours. Microcrédit à l'AFIA, le crédit qui vient à vous. Merci Microcrédit à l'AFIA. Comment faire une dénonciation auprès de la cellule d'analyse et de traitement des plaintes et dénonciations des faits de corruption? 1. Rendez-vous sur le site web www.dénonciation.bj depuis votre navigateur. 2. Cliquez le menu dénoncer dans la barre de menu. 3. Remplissez le formulaire de dénonciation qui s'affiche avec des preuves, si vous en avez, et renseignez un code secret à 4 chiffres qui vous permettra de suivre votre dénonciation. 4. Déclinez votre identité si vous le souhaitez ou continuez en tout anonymat. 5. Notez le code de suivi qui s'affiche sur votre écran pour suivre le traitement de votre dénonciation. 6. Enfin, si vous aviez renseigné une adresse email valide, vous recevrez une notification dans votre boîte email avec le code de suivi. Vous pouvez aussi appeler gratuitement le numéro 155 pour soumettre vos préoccupations. Tous ensemble, œuvrons pour la consolidation de la bonne gouvernance au Bénin. Mes amis, c'est bien votre adjoint. Vous avez connu mes débuts,
ce temps de galère et cette souffrance. Après, j'ai démarré mes activités grâce au microcrédit à l'AFIA. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était un crédit de 50 000 francs. Étant bien formé sur la gestion de mon crédit et mon commerce, j'ai remboursé régulièrement. Et ça m'a permis aujourd'hui de bénéficier d'un crédit de 100 000 francs et d'accroître mes activités. Vous aussi, vous pouvez être comme Adjoa. Vous êtes ancien ou nouveau bénéficiaire du microcrédit à l'AFIA. Vous pouvez désormais obtenir des crédits allant jusqu'à 100 000 francs CFA. Rendez-vous chez le SFD le plus proche pour plus d'informations. C'est simple et pratique, comme toujours. Microcrédit à l'AFIA, le crédit qui vient à vous. Merci microcrédit à l'AFIA. Il est 7 heures partout au Bénin, 6 heures en temps universel. C'est le moment pour nous de nous arrêter pour prendre les informations d'ici. C'est avec Jean-Claude James. Bonjour. Bonjour Eman, comment vous allez? Bien, merci. Et vous? Ça va très bien. On démarre très bien la semaine? Oui, très très bien. Voilà. Changement de main donc à la tête de l'ANIP, l'Agence nationale d'identification des personnes. Une compétence extérieure d'origine rwandaise remplace Cyril Goubeji. Mais pour quelle raison? Je vous dirais tout simplement que c'est la résultante de la recherche de la compétence d'où qu'elle vient pour remettre sur les rails l'instrument crucial de gestion des données personnelles des Béninois. Le porte-parole du gouvernement donne ici d'autres détails. À cet effet, je voudrais d'abord rassurer l'ensemble de nos concitoyens de ce que la gestion des données à caractère personnel est réglementée par la loi. Et c'est pour ça que dans notre pays, nous avons une autorité dédiée à cette question-là, pour s'assurer que cette gestion est faite conformément aux lois, pour s'assurer qu'il n'y a pas d'abus, qu'il n'y a pas de trafic de ces données-là. De ce point de vue, si vous n'avez pas d'inquiétude, en pensant par exemple que le DG sortant serait parti ou partirait avec les données personnelles des millions de Béninois, je peux vous rassurer qu'il n'y a pas plus d'inquiétude non plus à avoir quant au nouveau venu, parce que le précédent ne l'a pas fait, celui-ci ne pourra pas le faire non plus. Donc, je disais, rassurer de première part nos concitoyens qu'il n'y a aucun risque parce que l'activité est encadrée par la loi. Personne ne partirait demain avec nos données à caractère personnel. Secondement, et oui, M. Abalo, j'entends très bien la fibre nationaliste. Que l'on dise, oui, au-delà de la sensibilité de la matière, est-ce qu'on n'aurait pas pu trouver un Béninois pour occuper cette fonction? On aurait pu. Et s'il y avait eu un CV digne du nom sur la table du chef de l'État, sur la table du Conseil des ministres, je vous assure que ça aurait été fait. D'ailleurs, à l'occasion, il n'y a personne au Bénin pour assumer ces fonctions. Peut-être qu'il y a des gens bien qualifiés, mais sur l'instant, moi je peux vous certifier que le Conseil des ministres a eu plusieurs CV. Plusieurs CV. Les autres étant béninois et celui-ci étant rwandais. Mais en regardant les parcours, en regardant le profil, au regard de l'objectif, parce qu'il ne s'agit pas seulement, en l'espèce, de la simple administration de l'entité en tant que, du point de vue administratif. Il y a aussi les aspects techniques, technologiques, et en cela, celui qui a été nommé avait une longueur d'avance sur les autres parce qu'il a une expérience avérée en la matière. Il a géré notamment cette problématique déjà dans son propre pays, ce qui n'était pas sérieusement le cas de nos compatriotes dont les dossiers ont pu être regardés par le Conseil des ministres. Et puis, je dirais que, vous voyez, j'entends très bien cet argument nationaliste. Parce que de la même façon, chaque fois qu'il est arrivé à l'étranger, qu'un Béninois soit promu dans une fonction exécutive, voire même ministérielle, parce que c'est arrivé, vu du Bénin, nous avons toujours été fiers en disant, bien, un de nos compatriotes a émergé. Mais dans ces pays-là, le commentaire, il est à peu près celui que nous entendons parce que les autres se disent, est-ce qu'il n'y a plus de concitoyens à même de remplir ces fonctions-là pour qu'on soit obligé d'aller chercher dehors? Je donne un exemple
basique. Nous avons presque tous des enseignants dans nos familles. Mais quand nous allons chercher des précepteurs, des répétiteurs pour nos enfants, en général, nous ne sollicitons pas les membres de nos familles. Soit parce que nous considérons que la familiarité est telle qu'ils n'auront pas toute la rigueur qu'il faut avec les enfants. Et nous allons chercher des gens parce que nous voulons qu'il y ait certain niveau de rigueur pour obliger nos enfants à suivre le rythme. Ici, le souci premier du gouvernement a été de retrouver le profil pointu pour faire face aux exigences technologiques du moment. Parce que, sans jeter la pierre à personne, vous le savez, combien de Béninois ayant été sollicités les services de l'ANIP, en dépit de tout ce qui se fait de bien là, combien de Béninois ne se sont pas plaints des prestations parfois. Vous le lisez sur les réseaux sociaux tous les jours. Nous voulons corriger ça pour qu'à terme, à la fin du mandat du DG, même si un Béninois demain reprend les rênes de la structure, qu'il y ait des niveaux de faiblesse qui soient totalement éradiqués et que le service soit optimal afin que nous ayons une satisfaction à la mesure de nos attentes lorsque nous y allons. On en vient à présent à cette actualité sécurité avec la création de la police municipale et règles statutaires aux agents. C'est une décision du Conseil des ministres du mercredi dernier. Tout à fait, et on se pose deux questions. Que comprendre par cette mesure et quels sont les avantages pour les agents concernés? On retrouve Wilfried Léandre Ngbeji qui nous donne d'autres détails. La première grosse avancée, c'est que désormais, aussi bien les communes à statut particulier que celles relevant du statut intermédiaire ou ordinaire qui remplissent les conditions pourront faire la demande et si elles ont le OK du gouvernement, elles pourront mettre en place leur police municipale. Et l'une des avancées aussi, c'est de voir qu'aujourd'hui, cette police municipale qui viendra à terme pourra être dirigée, sinon sera dirigée par un officier de la police républicaine. Il va y avoir une formation de base pour tous ceux qui seront recrutés. Peut-être qu'il faut que nous fassions quelques précisions avant d'aller plus loin. Dans l'idée du gouvernement et des acteurs de la décentralisation qui ont été associés à la réflexion en vue de cette réforme de la police municipale, il ne s'agit pas d'asseoir en fait un corps pour une carrière longue de 30 ans ou plus en fonction de l'âge de départ à la retraite. Non. Les policiers municipaux, nouvelle formule, ce sont des concitoyens qui pourront y rester pendant une dizaine d'années. Ils y entreront entre 20-25 ans, ils feront une formation de base, à peu près 1 an, et puis après un contrat de 3 ans, renouvelable 2 fois, ça fait 9 ans plus 1, ça ferait 10 ans. De sorte que, à ce moment-là, ils sont dans la fleur de l'âge, c'est sûr. Mais la fonction sera très prenante, très exigeante au plan physique, au plan de la mobilité. Parce que c'est une police, une véritable police de proximité qui va passer dans les ruelles, ainsi que vous avez vu dans le compte-rendu, dans des lieux où des prestations de services divers se font. Donc, ils vont être très sollicités physiquement. À telle enseigne que, même étant dans la fleur de l'âge, ils peuvent accuser le coup. Et s'il fallait rester 20 ans, 30 ans, le risque était grand de les voir devenir inefficaces à terme. Donc, avec les acteurs, la solution trouvée, c'est de dire, on peut envisager que celui qui entre puisse faire jusqu'à 10 ans. Et comme ça, au moment où il décroche, il a encore la possibilité, étant dans la fleur de l'âge, de se faire recruter ailleurs, d'aller vers d'autres formations, parce que à la base, on n'a pas une formation pour devenir policier, ni républicain, ni municipal. Donc, ils ont soit un diplôme spécialisé, soit un diplôme d'ordre général. Ils auront bonifié leur profil et ils pourront aller ailleurs. Mais dans l'immédiat, ce que le gouvernement leur offre aussi, c'est de dire, quand vous avez été policier municipal, cela vous offre un avantage comparatif lorsque on va faire des recrutements sur titre dans la police républicaine, dans l'armée par exemple, et dans d'autres corps paramilitaires. Recrutement sur titre, vous remplissez les conditions, vous avez été policier municipal, c'est un atout supplémentaire. Donc vous avez une sorte d'avantage ou de préférence par rapport à d'autres qui n'auraient pas un profil aussi bonifié que le vôtre. Est-ce qu'il y aura un suivi?
Le cursus a été élaboré en fonction des objectifs et c'est ça leur cursus. Maintenant, je vous donne la garantie, parce que c'est éminemment social, votre préoccupation. Je vous donne la garantie qu'effectivement, il y aura un suivi. C'est pour ça que, à côté du décret qui met en place cette police municipale, il y a un autre décret portant règles communes aux agents de la police municipale. On a mis une règle commune pour ne pas que d'une commune à l'autre, il y ait des disparités qui nuiraient à l'activité de ces agents futurs. Donc oui, le suivi sera fait. Il y a un niveau de rémunération encadré et l'évolution également sur les 10 ans qu'ils y passeront. Tout ça est prévu par le décret. Direction la commune de Banté. Quelques semaines après le scrutin législatif de janvier dernier, le candidat du bloc républicain dans la 9e circonscription électorale, Jean Abalo, était face au lieutenant du parti du cheval gagnant. Objectif, remobiliser la troupe autour des actions du chef de l'État pour le développement de Banté. Dorcas Tito Tchaledji, Michel Egbe. Engagé derrière les idéaux du chef de l'État, nous voulons alors que le chef de l'État n'oublie pas Banté. Karamat Djibril représente les femmes républicaines de la commune de Banté. À ses côtés, ils sont nombreux, c'est le lieutenant BR, à soutenir le docteur Jean Abalo dans sa vision, celle d'accompagner le chef de l'État dans sa politique de développement. Les chiffres sont là, les statistiques parlent. Les élections du 8 janvier 2023 ont été exceptionnelles. Exceptionnelles du moment où le BR, le bloc républicain, a pu faire un score de 9000 et quelques. Et je crois que comparativement aux années antérieures, il y a de la progression. Et cette progression dans la commune de Banté est l'émanation de qui? Du docteur Jean Abalo. Je vous envoie donc en mission, chers parents, aller prêcher l'unité, aller prêcher le développement et rien que le développement de notre commune. Nous allons taire nos querelles pour nous mettre ensemble derrière ce développeur né pour faire en sorte que tout ce dont nous avons besoin au plan infrastructure, que ce soit les hôpitaux, que ce soit les marchés, que ce soit les routes, l'eau, l'électricité, nous n'allons pas nous taire, nous allons chaque fois le rappeler au gouvernement pour qu'il pense à nous. Les lieutenants du parti du cheval cabré promettent réussir la mission à eux confiée par leur leader. Un leader charismatique qui pense d'abord au développement de sa commune, diront les militants et sympathisants BR qui partagent les idéaux du docteur Jean Abalo. Banté, grâce au docteur Abalo, est derrière lui. Le 17 février dernier, un incendie a fait des dégâts dans le village d'Ahomelokpo, commune du Soava. Une délégation du parti du bloc républicain est allée au chevet des sinistrés samedi, les bras chargés de vêtements, de tissus et autres, plus une enveloppe financière. Un geste très apprécié des populations. Lenaïk Agbazaou, Igor Ayoson. 86 habitations parties en fumée, 110 ménages affectés, de précieux biens détruits. Le piteux décor exprime encore la désolation de tout un village. Une délégation des leaders du bloc républicain dans la 6e circonscription électorale, avec l'appui du bureau exécutif national, vient ici à Soava apporter le soutien financier et matériel du parti aux populations de Aomelokpo, Bessé Tonou, victimes d'un récent incendie. Nous avons vu la nudité de femmes, nous avons vu des enfants qui sont nus, nous avons vu des lieux, des dortoirs qui ne sont plus des dortoirs. Nous avons vu des gens qui sont sur des nattes à même le sol. C'est une urgence. Au nom du bloc républicain, au nom du secrétaire général du bloc républicain, le ministre d'État Ablaye Biotchane, et au nom de toute la délégation ici, nous exprimons notre profonde compassion. Et nous avons lancé une mobilisation générale et de solidarité dans la circonscription et même au-delà, parce que j'ai pu contacter certains collègues députés du bloc républicain qui nous ont soutenus aussi dans la mobilisation de ces ressources, accompagnés des vêtements, de tissus
et autre chose que nous sommes allés mettre à leur disposition dans un esprit de solidarité. La solidarité est l'une des valeurs qui caractérise notre parti, le Bloc républicain. Pour les populations, c'est un don qui vient à point nommé. Nous vous remercions beaucoup. Il y a un adage populaire qui dit que c'est pendant les épreuves qu'on reconnaît les vrais amis. Et vous l'avez prouvé à la commune de Soava aujourd'hui. Et nous sommes tous contents. Nous vous promettons un bon usage des dons. Le Bloc républicain invite les chapelles politiques, toute obédience confondue, à lui emboîter le pas. La démarche du jour est l'expression de la dimension sociale du Bloc républicain qui réaffirme ainsi son engagement à être toujours plus proche des populations. Dans l'actualité, également les échos de la 28e édition du Festival panafricain de cinéma et de télévision de Ouagadougou. L'ouverture a eu lieu samedi et c'est parti pour une semaine d'échange entre acteurs du 7e art sur les conditions d'exercice du métier. Thème de cette édition, cinéma d'Afrique et culture de la paix. Notre envoyé spécial à Ouagadougou, Ulysse Elliott Georgie, revient ici sur la cérémonie d'ouverture riche en couleurs, présidée par les premiers ministres du Burkina Faso et du Mali. Et c'est parti pour la Biennale panafricaine de valorisation du cinéma. Cette 28e édition sur laquelle que de doutes ont plané compte tenu des défis sécuritaires auxquels le Burkina Faso fait face, s'est ouverte comme une réponse artistique de résistance et de résilience. Chers cinéastes, nous sommes là pour vous et nous vous savons exigeants. C'est d'ailleurs cela qui fait la qualité de vos productions. Nous savons vos attentes nombreuses. Nous tâcherons de les faire dans la mesure du possible. La cérémonie d'aujourd'hui n'est qu'une étape des longs périples qui doivent nous conduire au palmarès officiel de cette édition. Cinéma d'Afrique et culture de la paix, un thème assez évocateur qui s'inspire de la conjecture sous-régionale. Contribuera à apporter la réflexion autour de la problématique de la culture de la paix sur notre continent et dans le monde entier. C'est la preuve de son attachement et de celle de son gouvernement tout entier à la culture et à tout ce qui fait le rayonnement de l'Afrique. Et comme à chaque édition, un des pays invités est particulièrement mis sous les feux des projecteurs. Pour 2023, c'est le Mali. Et ce n'est pas un choix anodin. Le Mali prend part à cette 28e édition du FESPACO dans un esprit de solidarité agissante avec le peuple frère du Burkina. Rien ne devrait séparer ce que la nature a uni. Nous sommes des frères nourris à la sève du même héritage ancestral des empires et royaumes ouest-africains, à jamais soudés par le destin et par les défis communs de développement, de stabilité, de lutte contre le terrorisme aujourd'hui. Le FESPACO 2023, c'est 170 films en projection dans 4 salles de cinéma modernes et une vingtaine de pays africains, asiatiques et européens. C'est un très grand honneur pour moi déjà de me retrouver en sélection lors de cette édition du FESPACO et participer à une aussi belle cérémonie. Franchement, ça nous rend fiers. On se dit oui, on est fiers d'être africains, on est fiers de ce qu'on est capable de faire si on est unis, si on a la possibilité de faire les choses ensemble. Et j'espère que pour les prochaines fois, mon pays sera mieux représenté, je le souhaite, et qu'il y ait plus de lobbying stratégique pour qu'on puisse atteindre des hauts sommets, pour que notre cinéma puisse se positionner d'une meilleure façon. 28e édition pour nous, c'est, je ne vais même pas dire que c'est une édition de maturité, c'est une édition d'engagement, d'aller de l'avant. Une édition de reconquérir notre pays. Une édition pour nous, voltaïques, devenus burkinabés, de montrer que nous sommes des hommes courageux. Et tout ce que nous entreprenons, nous réussissons. Retour au Bénin et on s'intéresse à un nouveau film qui vante les mérites des Amazones de Dahomey. C'est un documentaire qui replonge la population de Dangbo dans le passé.
Le film a été projeté dans la soirée du samedi sur l'esplanade de la Maison des Jeunes de Dangbo, une initiative de Hyacinthe Djessounion Agon, député nouvellement élu dans la 20e circonscription électorale pour le compte de l'Union progressiste Le Renouveau. Firmin Bassao et Calvado Awan. Naniska, une Amazone du Dahomey, part en guerre. En tant que générale, elle entraîne une nouvelle génération de recrues, toutes des femmes, et les prépare à la bataille contre les envahisseurs d'Oyo, déterminés à conquérir leur territoire. C'est avec émotion que la population de Dangbo a vécu, le temps d'une nuit, les moments pathétiques de ce film dénommé The Woman King. Le Bénin, le Dahomey d'hier, est le premier à créer une troupe d'Amazone. C'est la première projection au Bénin. Normalement, ça devait se passer à Cotonou, Porto-Novo. Mais de par notre position, nous bénéficions de la première vue. C'est un événement vraiment heureux qui nous a réunis. Vous voyez le monde que ça a drainé. L'événement-là est venu combler un vide. Ça veut dire que notre population manque de sources de distraction. C'est des moments intenses que nous avons vécus. Je vous avoue que j'ai eu la chair de poule quand j'entends les Amazones réagir, je les entends poser des actes, le roi Guézo donner des ordres. Je pense que certes, c'est peut-être un film, mais ça a l'air d'une réalité. Quel est ton nom? Je m'appelle Naoui, mon roi. Naoui, tu es aussi belle que tu es redoutable. Si elle n'était pas si à droite, je l'aurais prise pour femme. L'initiateur de cette action est un candidat sorti vainqueur aux élections législatives de janvier dernier. Nos populations nous ont fortement suivis. Il fallait quand même qu'on revienne leur dire merci. Déjà, c'était la démarche. Après les élections, j'étais à Los Angeles, où j'étais dans une salle de cinéma où à l'affiche c'était les Amazones. J'ai eu la chair de poule de voir comment nos braves femmes, nos soldats femmes avaient vaillamment défendu ce pays. Tellement j'étais ému et je me suis dit il fallait quand même que je revienne au pays avec un géant écran et le film même. Et c'est le lieu de remercier le président Patrice Talon pour l'identité qu'il a donnée à notre cher et beau pays à travers la statue de l'Amazone. Dans son élan de donner plus de joie et de bien-être à la population de Dangbo, Hyacinthe Djessounion Agon n'est pas à sa première action. Un concert géant avait été offert à ses mandants juste au lendemain des élections. Les rites et pratiques culturelles au Bénin se comptent par dizaines. Le long de l'année civile, les manifestations se multiplient et drainent parfois du grand monde à cet effet. Dans l'élément qui va suivre, Marcel Arossi et Daniel Ada sont allés à la découverte de Hunwe. C'est une cérémonie. Regardez. Une cérémonie solennelle pour rendre un dernier hommage aux hauts dignitaires disparus. C'est culturel et c'est traditionnel. À des occasions diverses, cet événement se déroule dans tous les milieux vaudous du Bénin. Une succession de pas minutieusement posés et d'actions bien calculées. Celui qui est mort a dirigé ce couvent pendant plus de 30 ans. C'est pour cela que nous le remercions. Ce qui se passe, on l'appelle Hunwe. Pour ce trône qu'il a gardé 30 ans durant, sans faire aucun mal, on doit le glorifier. C'est ce que nous faisons d'ailleurs. Ce n'est qu'après cette étape que les collectivités vont s'asseoir pour penser à son successeur. Mais c'est Laura qui le désigne. En français, on peut parler de distinction honorifique ou de décoration. Tout cela existe dans nos traditions. Distinguer quelqu'un qui le mérite et qui doit laisser place à une relève.
Nuance importante, même sans décès, ce type de cérémonie peut avoir lieu dans d'autres contextes. Il ne s'agit pas toujours de décès. Cela peut être une demande des adeptes vaudous. Partout où il existe un couvent vaudou, ce type de cérémonie existe pour manifester une sorte de gratitude. La grosse attraction à ces occasions, le spectacle des adeptes. Déjà 13 ans que le roi de Bonou, ex-royaume de Dogba, a accédé au trône. Sa Majesté Wezezon Alocheou a célébré cet anniversaire en présence des invités de marque. Vous allez le voir, certains sont venus de l'Afrique et même de l'Europe. Firmin Bassao et Calvador Arwanou pour le point. Des adeptes du Sakwata en pleine exhibition au palais royal de Sa Majesté Wezezon Alocheou, 16e roi de Bonou. La manifestation marque les 13 ans d'accession au trône de l'ex-territoire de Dogba, actuelle commune de Bonou. Cet événement historique est la dernière étape d'un long processus de la tradition de régénération du pouvoir divin institué par les anciens hauts initiés et détenteurs des sciences divinatoires de cette terre de nos ancêtres, dont les rois. Des discours des autorités politico-administratives aux allures de témoignages, les unes pour louer le leadership du roi, les autres pour saluer ses initiatives en faveur de la cohésion sociale, de la paix et surtout son implication dans beaucoup d'activités impactant la vie socio-communautaire de la population de Bonou. Il pose des pas qui nous permettent d'hausser le ton, de dire à haute voix que ce que nous voyons là, c'est du développement. Et ces initiatives visant les champs de la restauration des valeurs culturelles ancestrales africaines et la promotion du tourisme nous obligent à l'accompagner parce qu'elles rentrent en ligne de compte avec la politique nationale du gouvernement de son Excellence, M. Patrice Talon, chef de l'État, chef du gouvernement et président de la République du Bénin. Différentes communications ont meublé les échanges, dont une axée sur le tourisme mémoriel de Bonou, l'apport de l'esclavage sur l'ex-territoire de Dogba de 1600 à 1887. Qui met un thème à cette édition. Merci de votre fidélité. Merci également à vous, Jean-Claude James, et à demain. À demain. Sur 5 sur 7 matins. 5 sur 7 matins, il est l'heure à présent d'installer le débat matinal, le forum de discussion. Le débat matinal, avant donc d'installer bien évidemment les invités, on va justement présenter de quoi il sera question. Il a presque ou contre très peu d'attentes décliné son siège au Parlement au profit de son suppléant, le président du parti Union Progressiste, le Renouveau, le très brillant avocat et enseignant de droit Joseph Fifabe Diogbenou est resté depuis silencieux sur cet acte posé, alors qu'on lui prédisait un destin tout en haut du perchoir. Il a choisi une autre voie, laquelle, difficile de l'imaginer pour l'instant, en attendant qu'il ne puisse sortir de son mutisme et éventuellement mettre en lumière les raisons de ce choix hautement stratégique sans doute. Et bien, on se penche sur le sujet, bien évidemment, ce matin. Et puis en interactualité, le voisin du Nord saigne encore et toujours. Le compteur macabre continue de tourner au Burkina Faso. Plusieurs attaques attribuées à des groupes djihadistes dans le nord du pays ont provoqué la mort d'au moins 70 soldats burkinabés entre le 17 et le 19 février dernier. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière depuis l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré. Ibou essuie des sueurs froides. Comment sortir de ce carcan qui devient de plus en plus infernal? On s'y intéresse. Et au Nigeria, on votait ce samedi 25 février pour les élections présidentielles, législatives et sénatoriales, alors que le pays est frappé par de multiples crises tant économiques que sécuritaires. Pour le scrutin présidentiel, ce sont 18 candidats qui se sont présentés pour succéder au président Buhari, qui se retire après avoir effectué ses 2 mandats
présidentielle, évidemment, on en parlera. On en parle avec Francis Eloge Attadé. Bonjour et bienvenue, monsieur Attadé. Bonjour, Eman. Vous êtes analyste politique. Merci d'avoir répondu une fois encore à notre invitation. Et en face de vous, Ange Banouin, journaliste, analyste politique, écrivain. Bonjour et bienvenue, Ange. Bonjour, Eman, et bonjour aux téléspectateurs. Merci d'être là ce matin. C'est moi. Et puis, à côté de vous, docteur Paul-Marie Ouessou, théoricien de la gouvernance d'État, analyste politique aussi. Bonjour et bienvenue, monsieur Ouessou. Bonjour, Herman, et bonjour aux téléspectateurs. Merci donc d'avoir accepté notre invitation pour, évidemment, une fois encore, contribuer à la réflexion sur la matinale de la télévision nationale. Merci. Et on attaque avec le tout premier sujet. Francis Eloge Attadé, depuis évidemment les élections législatives du 8 janvier dernier, l'installation des députés qui a eu lieu quelques semaines plus tard, on a vu Joseph Fifam Diogbenou céder son siège au Parlement à l'honorable Orden Aladati. Déjà, est-ce que pour vous, ce choix-là était prévisible? Non, mais écoutez, ça fait un moment que Orden et Joseph Diogbenou sont ensemble. Vous savez qu'en 2015, Orden était toujours le suppléant de Joseph Diogbenou. Et en 2016, à la faveur de l'élection du président Patrice Talon, Diogbenou est venu en tant que ministre de la Justice. Et c'est Orden Aladati qui allait remplacer en fait Diogbenou au Parlement. Et puis en 2018, Diogbenou est devenu président de la Cour constitutionnelle. Vous savez qu'évidemment c'est en juin. Son mandat devait couvrir, je crois, juin 2018, juin 2023. Mais entre-temps, il a démissionné pour reprendre le chemin politique, là où il avait laissé. Mais il faut avouer, évidemment, qu'au niveau du Parlement, c'est une grande instance. Le président Diogbenou a peut-être beaucoup à faire en tant que président du parti Union Progressiste Le Renouveau. Et Orden Aladati, vous savez, évidemment, qu'il a acquis de l'expérience en tant que président de la commission des lois. Donc je crois qu'il faut capitaliser cette expérience et puis aider le président Diogbenou à mieux gérer le parti UPR, mais aussi travailler au maillage territorial du parti. Vous savez évidemment que le président Moussou Bruno a fait ce qu'il pouvait, mais il faut maintenant donner plus de dynamisme, de push en fait. Parce que vous savez évidemment qu'il y a plusieurs partis qui sont allés en fusion avec l'Union Progressiste, au point qu'aujourd'hui, l'Union Progressiste se présente sur le paysage politique comme le parti, en fait, un mastodonte, parce que c'est l'Union Progressiste qui affiche la suprématie au sein de tous les partis, pratiquement, qui animent la vie politique au Bénin. Je sais évidemment que quand je parle de mastodonte, ça devient un peu le docteur, qui est mon ami, avec qui j'ai fait beaucoup de débats, mais qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, quoi qu'on dise, et quel que soit le reproche qu'on ferait à l'Union Progressiste, il reste et demeure le plus grand parti, le parti qui a plus de députés, plus évidemment d'élus au niveau local, et c'est aussi le parti qui a, jusqu'à cette heure-ci, plus de ministres au gouvernement. Dans ces conditions, on peut dire, ubi et orbi, que Joseph Diogbenou gère en fait un parti important. Et là, encore beaucoup à faire, c'est pourquoi il a cédé sa place à Orden Aladati. D'accord. Alors, Ange Banouin, est-ce que vous êtes de cet avis? La gestion du parti Union Progressiste Le Renouveau constitue, on va dire, un poids, presque un fardeau pour Joseph Diogbenou, au point où il se débarrasse de son siège de parlementaire qu'il a bien voulu confier à son ami de tous les combats, Orden Aladati. Merci, Eman. De ma position d'analyste, j'entrevois que sa posture actuelle révèle beaucoup plus d'un non-aboutissement, d'un plan, je ne dirais pas, qui a été vendu à l'opinion. Même si stratégiquement, la position de Joseph Diogbenou aujourd'hui peut se révéler être une position telle d'un cavalier dans un jeu d'échecs, parce que tout dépendra je ne dirais pas, du positionnement qu'on aura souhaité pour pouvoir atteindre un objectif. Et quand vous prenez par exemple les grandes séries ou réalisations cinématographiques qui parlent du jeu au cœur du pouvoir, et mieux un pouvoir au cœur duquel plusieurs partis politiques sont nés, vous vous rendez compte qu'il y a toujours, comme on le dit, je ne dirais pas un acteur, sinon quelqu'un qui est souvent manœuvré au profit, je ne dirais pas des intérêts non seulement inavoués et inavouables, mais plutôt à dessein. Dans la mesure où l'avènement sur scène politique avec en griffe une démission
dans une certaine mesure stratégique de la Cour constitutionnelle pour se retrouver candidat en liste, cela augurait au sein de l'opinion une reprise de flambeau de Maître Joseph Diogbenou pour se projeter dans l'avenir par rapport à certaines perspectives. Et lorsqu'on prend par exemple la perspective de 2026 qui passe forcément par 2023, année où nous sommes, année au cours de laquelle il y a eu ces dernières législatives, c'est que de façon stratégique, un chef de file d'un parti politique, c'est-à-dire un président d'un parti politique ou son secrétaire général, qui a des ambitions aussi majeures que celles qui peuvent aujourd'hui être lues dans le repositionnement, dans la carte politique du Bénin, c'est que ce dernier a forcément un rôle majeur à jouer au sein de l'hémicycle. À défaut d'être membre en tout cas d'une fonction politique au sein du gouvernement, qui puisse lui donner les coups de franche de se faire valoir. Parce que lorsque vous prenez par exemple la plupart des partis politiques qui, en ne sont pas soit au pouvoir ou pour le moins ont un président au pouvoir, c'est que le jeu se joue entre un acteur clé du gouvernement, peut-être qu'il pourrait avoir du jour au lendemain un remaniement ministériel, et l'autre chose, c'est que soit ce dernier-là, il est chef c'est-à-dire chef d'un groupe parlementaire ou président de l'Assemblée nationale. Mais aujourd'hui, si deux cadres semblent être grillés, c'est-à-dire la présidence du Parlement et celle du groupe parlementaire UP Le Renouveau, c'est que la seule carte qui reste aujourd'hui à jouer pour Maître Diogbenou pour se remettre en selle, loin s'en faut, en ce qui concerne la présidence de son parti, qui aujourd'hui peut le porter en avant comme une figure politique, ce serait une fonction au cœur du gouvernement qui va le remettre de plein au devant de la scène. Dans la mesure où c'est très difficile pour un chef de parti politique, quand on sait non seulement, je ne parlerai pas de moyens, mais aussi de la fluctuation de l'actualité politique, de se faire braquer sur lui, je ne dirais pas à dessein, les caméras, et mieux d'être au contact de l'opinion de façon fortuite, sans qu'on ne sente une politisation à outrance, que lorsqu'il est au cœur d'un système officiel comme le Parlement, qui lui permet de rentrer, je ne dirais pas dans l'intimité des populations, de leur faire écouter son opinion, ses visions, qui commencent par nourrir en eux, pour faire travailler en eux leur, je ne dirais pas assentiment, à son endroit, ou dans une fonction gouvernementale, où il joue des cartes qui font de lui, forcément, pourquoi pas, un joker de luxe. Alors, Dr Paul-Marie Ouessou, entre 2015 et 2021 ou 2023, Joseph Diogbenou a quand même connu une ascension fulgurante. On le sait, brillant avocat, on le sait, brillant enseignant de droit à la FADESP, on le connaît un grand activiste aussi, on l'a vu par le passé, bien évidemment, à l'œuvre. Et puis, en quelques années, il a connu une ascension fulgurante, député, ministre du gouvernement, président de la Cour constitutionnelle. On s'imaginait bien qu'un poste de président de l'Assemblée nationale serait un peu comme l'aboutissement de ce parcours-là en ce laps de temps. Et puis, il y a un peu comme cette cassure-là qui intervient. Est-ce que vous faites la même lecture, une cassure dans cette progression-là du brillant intellectuel que constitue Joseph Diogbenou? Bon, ben écoutez, si nous parlons de Joseph Diogbenou, c'est parce qu'il est une figure politique. Donc nous ne parlons pas de Joseph Diogbenou en tant que personne et en tant que maître. Joseph Diogbenou. Mais les deux vont de pair. Non, c'est la figure politique. Cette assise politique ou cet ethos élogieux qu'il a presque aujourd'hui, en tout cas qui lui confère une certaine assise dans la politique, il le doit aussi à son parcours. Oui, bien sûr. Mais bien sûr, celui dont nous parlons ici, c'est l'homme politique. D'accord, allez-y. Voilà. Alors, donc, moi, je voudrais dire, est-ce que le fait de démissionner de la Cour constitutionnelle pour aller à la tête de UPR, c'était un progrès? Et après, maintenant, de vouloir aller à l'Assemblée nationale, et d'être à la tête de l'Assemblée nationale, est-ce que c'est un progrès? Moi, je ne vois pas les choses comme ça. Mais plutôt, moi, je veux simplement le figer dans le rôle dans lequel il est actuellement, ne pas lui donner un rôle qui va venir ou qui n'est pas venu, et voir que même dans ce rôle, moi, je le méconnais. Je le méconnais parce que vous avez parlé de son activisme quand il n'était pas encore dans l'activité politique. Et quand il est venu dans l'activité politique, on connaît son activisme également quand il était dans l'opposition, où il intervenait, il parlait, il nous faisait
voit une certaine vision du Bénin qu'il avait et qui disons, a recueilli l'assentiment de nombre de Béninois dans le temps. Mais depuis qu'il est entré dans les institutions, donc devenu ministre, on a comme l'impression il perçoit son rôle autrement, c'est-à-dire qu'un ministre ne doit pas beaucoup parler. Je peux être d'accord avec ça. Ensuite, président de l'Assemblée de la Cour constitutionnelle, un président de la Cour constitutionnelle tenu à des réserves, donc ne doit pas beaucoup parler. Je comprends cela. Maintenant, il est devenu président d'un parti politique. C'est le premier rôle d'un président de parti politique, c'est de parler. C'est de nous dire, moi je veux comprendre. Parce que, vous savez, il y a beaucoup de réformes qui ont été déjà faites, beaucoup de réformes qui sont encore en cours, mais les réformes nous amènent vers quel Bénin? Moi, je veux comprendre cela. Parce que jusque-là, moi, je ne vois pas encore... j'ai entendu dans le journal beaucoup de monde, développement. Mais moi, je veux comprendre. D'ici là, quel Bénin aurons-nous? Quel Bénin aurons-nous? Je ne vois pas encore venir le Bénin qui est dans nos têtes, chacun de nous, en tant que Béninois, en tout cas, dans ma tête à moi. Et je crois que le rôle d'un chef de parti, c'est de nous expliquer et de nous dire... lui, ses rêves, où est-ce que le parti va nous amener, ou bien, puisque le parti soutient l'action du gouvernement, où est-ce que le gouvernement nous amène d'ici 10 ans, où est-ce que nous serons avec tout ce qui se fait, et bien sûr, vous vous rappelez, le président de la République nous a promis que pour ce mandat, ce sera démocratie, liberté, et gouvernance. Bonne gouvernance, n'est-ce pas? Mais comment est-ce que ça se traduit dans les faits et comment nous pouvons voir ça? Moi, j'attends d'un parti politique, et puisque c'est le rôle d'un parti politique, des partis politiques au Bénin, que les partis politiques qui soutiennent l'action du gouvernement nous disent comment cette promesse-là se traduit dans les faits au quotidien. Et jusque-là, moi, je ne vois pas ça. Et donc, dans le rôle qui est le sien actuellement, Joseph Diogbenou, pour moi, n'est pas encore à la hauteur. D'accord. Alors, Francis Elo-Jatadé, on a vu Joseph Diogbenou lors de sa démission donc, de la Cour constitutionnelle, quand il a organisé cette conférence de presse, ce point de presse avec les journalistes. Il disait justement que cette fonction de président de la Cour constitutionnelle ne lui permettait plus, ou du moins ne lui permettait pas d'être très actif sur la scène politique. Et donc, il veut prendre cette distance vis-à-vis de cette fonction hautement, hautement importante que lui confère la présidence de la Cour constitutionnelle pour retrouver, pourquoi pas, sa liberté de simple citoyen, de simples militants d'un parti politique, pourquoi pas devenu président par la suite, afin d'avoir beaucoup plus d'amplitude dans le monde politique, dans l'action, dans le champ politique. Aujourd'hui, on est quelques mois ou bientôt 1 an qu'il a quand même démissionné de la Cour constitutionnelle. Pour autant, Joseph Diogbenou n'est pas encore très percutant sur la scène politique. Oh ben c'est vous qui ne voulez plus percutant, en fait. Il faut avouer qu'en valeur intrinsèque, c'est un cadre. Il nous a habitués à mieux, en fait. Il nous a habitués à mieux. Mais oui, écoutez, j'ai retenu de sa conférence de presse 2 choses. La première, c'est qu'il a fini sa mission à la Cour constitutionnelle. La seconde chose, c'est qu'il veut renouer avec l'activité politique, là où il a laissé sur le terrain. Alors, la première chose, en fait, qui est vraie, c'est que Joseph Diogbenou est l'avocat personnel du chef de l'État. Entre Talon et lui, ils sont un tandem, il y a des complicités. Et vous savez que le chef d'État est devenu président de la République, c'est lui qui distribue les rôles. Donc tous ceux qui accompagnent en fait le chef d'État s'attendent à ce que le chef d'État leur indique la feuille de route. Donc chacun est missionné pour accomplir ce nombre de choses. Et Joseph Diogbenou, je crois, il a été ministre de la Justice parce qu'on l'a missionné parce que c'est le chef d'État qui identifie et qui répartit les rôles. Après, il a porté conseiller à la Cour constitutionnelle via l'Assemblée nationale et puis il a fait président de la Cour constitutionnelle. Bon, après, je crois que Diogbenou, il a dit avoir fini sa mission à la Cour et il est allé renouer avec l'activité politique sur le terrain. Il a pris la direction, évidemment, de la présidence du parti UPR. Je crois qu'il faut bien le comprendre. Il est respectueux des principes et c'est salutaire, il est loyal. Et à ce titre, je crois que c'est un bon cadre. Deuxièmement, écoutez, nous sommes dans la dynamique, dans la dialectique, j'allais dire, du
de la parole et du silence. Il faut savoir quand est-ce qu'il faut parler, il faut savoir aussi se taire. Si la parole peut être conseillée et qu'on peut recommander comme un droit, une jouissance naturelle pour tout le monde, mais on peut aussi prescrire le silence par moment, parce que ça permet évidemment de faire l'introspection. Et puis, à l'issue de ce grand rendez-vous électoral, il est bon qu'il se taise pour faire le point. Je l'ai vu dans l'hypercommunication, quand il a pris la présidence de l'UPR. Vous savez, il faut communiquer certes, mais parfois il y a une médiatisation, je crois, à outrance, c'est ça qu'on appelle l'hypercommunication. Je l'ai vu, j'ai lu souvent ces messages en tant que président de l'UPR, et j'ai compris qu'évidemment, il a mis le cap, évidemment, sur les échanges qu'il doit avoir entre les lecteurs, en fait, entre les citoyens et le parti, parce que, entre autres missions dévolues au parti, c'est que le parti doit servir de relais entre les populations et les pouvoirs publics. Mais aussi, le parti doit former pour des missions républicaines, en fait. Donc, je crois qu'il s'est investi dans ce rôle. Actuellement, à l'issue, évidemment, des élections du 8 janvier, on ne l'a plus vu trop dans la communication. Non pas parce qu'il n'y a pas un travail qui se fait, il y a un travail qui se fait au sein du parti, parce que les structures du parti, la coordination est là, et il y a peut-être un bilan qui se fait, il y a en fait un point de l'activité qui se fait pour que de nouvelles perspectives soient dégagées. Je voudrais à l'occasion profiter pour répondre à mon ami, mon cher ami professeur, qui a estimé qu'il a entendu beaucoup parler de développement à travers les organes de presse et à travers vos canaux. Mais écoutez, le chef de l'État a mis le cap sur le développement. Il a fait l'option des réformes. Courageuses, parce que réformes difficiles et courageuses, mais qu'il a mise en œuvre progressivement avec un leadership fort. Parce que le président Talon a un leadership centré sur le courage et sur l'audace. Et courageusement et audacieusement, il a mis en place des réformes difficiles qui l'ont rendu quasiment impopulaire aux premières heures, mais qui ont fini par être acceptées parce que l'adhésion se fait autour des principes maintenant. Et ces réformes, qu'on le veuille ou non, ont induit des changements puisque nous avons des clignotants rassurants. Parce que la grosse réforme, c'est le changement de mentalité qui est en cours. Aujourd'hui, les citoyens béninois n'abordent plus la chose publique comme ça se faisait il y a encore quelques années. C'est vrai que ce n'est pas parfait en fait, parce que nous sommes sur le chemin de la perfection. Et la perfection, évidemment, vous savez que c'est un long chemin. Hein. Il faut saluer évidemment les orientations qui se font. J'ai vu l'activité gouvernementale et je peux vous dire honnêtement que tel que ça fonctionne aujourd'hui, ça me réjouit. Vous savez qu'au niveau, par exemple, du ministère du Plan, il y a le e-government. En fait, ils ont créé un site, une plateforme qui permet à tous les ministères sectoriels de déposer en fait un certain nombre de travaux de compte rendu. Puisque le gouvernement a, je vais citer, des dossiers prioritaires, des réformes et des programmes et projets, des programmes budgétaires, mais aussi des projets à suivre. Il y a des indicateurs aussi. Ça permet de faire un meilleur suivi de l'activité gouvernementale. Aujourd'hui, je peux me rassurer qu'au niveau du ministère de Abdoulaye Tchane, un suivi méticuleux se fait et des comptes rendus sont faits parce qu'il y a des synthèses, évidemment, des différents rapports qui viennent sur la plateforme au chef de l'État. Si c'est 30 pages que le ministère envoie, c'est à réduire en 2 pages pour que le chef de l'État ait de façon synthétique le contenu, évidemment, des rapports pour décision à prendre. Donc, il y a un travail sérieux, scientifique, technique qui se fait dans la perspective de faire du Bénin un pays hyper développé. Vous savez, évidemment, nous avons des outils. Aujourd'hui, il est clair, parce que le professeur sait que nous sommes dans la dynamique de la mise en œuvre des ODD, Agenda 2030. Il y a l'agenda de l'Union africaine, 2063. Il y a aussi le grand programme Bénin à l'Afrique. Il y a le PAG 2021-2026. Donc, il y a des outils, en fait, qui permettent d'aller progressivement vers l'horizon que nous sommes définis, faire construire un Bénin démocratiquement assis, construire l'état de droit, il faut renforcer l'état de droit, les acquis démocratiques, promouvoir les libertés publiques et faire en sorte que les réformes que nous engageons, notamment pour assainir la vie politique, puissent permettre évidemment d'avoir des acteurs responsables soucieux du développement du pays. Et je crois qu'il y a une démarche, il y a une marche, il y a une méthode qui est en cours. Et vous voyez qu'ils sont en enseignement supérieur. Aujourd'hui, le chef d'État a mis en place un organe, la DCE, la délégation contrôle et analytique.
Et le souci, c'est, vous savez, vous et moi, on ne va pas se cacher les secrets de couvent. Vous savez évidemment qu'au niveau supérieur, on reprochait l'absentéisme, le harcèlement, le plagiat, parce qu'il y a des enseignants supérieurs qu'il ne faut pas de recherche. Et entre eux-mêmes, il n'y a pas de coopération en tant que tel. Parce que quand vous consultez la bibliométrie scientifique, vous voyez que les enseignants supérieurs produisent moins et ils sont toujours en partenariat avec les enseignants de l'extérieur étranger et des structures étrangères. Entre eux-mêmes, il n'y a pas de coopération pour la coproduction scientifique entre Béninois. Bon, aujourd'hui, on va ouvrir avec, plus tard, avec les oui. grosses réformes, il faut avouer que dans tous les secteurs sont touchés. D'accord. Et c'est rassurant. Donc le développement est en marche. Nous allons quelque part. Et je voudrais aussi rappeler qu'en fait, un des aspects qui me paraissent importants à souligner, c'est qu'aujourd'hui, l'activité politique est une activité majeure au Bénin et qui est en lien avec le développement économique et social, est aujourd'hui reconnue comme une activité assainie. Parce que n'importe qui ne peut plus aller en politique, n'importe qui ne peut pas se prévaloir d'être un acteur politique sans se mettre dans les réformes qui sont en cours pour faire du Bénin un pays mieux gouverné, mieux géré. Alors, M. Tadessi, si vous permettez, on va recentrer le débat ou le forum de discussion sur la préoccupation fondamentale du jour, qui est celle liée au silence de Maître Joseph Diogoueno, pour l'instant président donc, du parti Union Progressiste, le Renouveau. Pensez-vous justement que c'est le fait parce qu'on lui avait prédit un destin au perchoir, est-ce que vous pensez que finalement, dans les tractations, le fait de vouloir reconduire Louis Gbaoudou Vlavonou a quelque peu freiné son ambition, d'accord, d'aller siéger au Parlement? Parce qu'on s'imagine, quand on a déjà été au Parlement, quand on a déjà fait presque toutes les classes dans la politique, en tout cas en si peu de temps peut-être, mais quand on a fait toutes les classes en si peu de temps, on peut être en mesure de réclamer une fonction qui nous ressemble, une fonction que l'on n'a pas encore occupée, qui est celle du numéro 2 donc de l'État, enfin, du pays, qui est le président de l'Assemblée, que constitue la présidence de l'Assemblée nationale. Et puisqu'il n'a peut-être pas eu cette assurance d'être au perchoir, il a simplement décliné l'offre. Évidemment, écoutez, les gens ont tendance à faire des réflexions faciles et ont pris des intentions en fait au président Diogoueno. Je ne vais pas me lancer dans des élucubrations. Je sais évidemment que c'est des conjectures que nous faisons. On estime évidemment que ce serait bien qu'après avoir gravi les échelons, qu'ils puissent être portés au perchoir de l'Assemblée nationale. Ça, c'est nous qui le souhaitons. Mais le président Diogoueno est au service d'un leader qui distribue les rôles. Et j'estime évidemment que il a peut-être mieux à faire ailleurs que d'aller au perchoir. Dans la démarche, pour le commun des Béninois, il y a une fixation, il y a une focalisation sur Diogoueno en tant que président de l'Assemblée. Et certains sont jusqu'à dire que c'est un désespoir de cause. C'est parce qu'évidemment, on a porté le choix sur le président Louis Vlavonou pour la continuité, que le président Diogoueno aurait démissionné, laissé sa place à... Non, c'est des suppositions, c'est des supputations. Il vaut mieux qu'on sorte de ce cadre et que scientifiquement, on puisse apprécier qui distribue les rôles. En fait, même pour être qualifié, pour aller sur une liste, pour être soumis à la ratification populaire, il y a quand même quelqu'un qui vous choisit. Il y a quelqu'un qui vous choisit, il y a le parti qui vous choisit. Mais le parti, évidemment, accompagne un leader. Et, comme on le veut ou non, il y a une médiation qui se fait, un arbitrage qui se fait pour que des noms soient retenus sur des listes. Donc, si vous êtes au service du président Talon, de la gouvernance Talon, vous êtes obligé, évidemment, d'attendre qu'on vous distribue les rôles. En gros, êtes-vous en train de dire... Par contre, ceux qui sont... Est-ce que vous êtes en train de dire que la posture actuelle